Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, avec Bertrand, qui est développeur chez MangoPay, et Yann, qui est responsable qualité, on voudrait vous parler de comment on a eu besoin chez MangoPay de mettre en place du rate limiting, comment donc on l'a mis en place, et quel accueil lui ont fait nos clients. Alors tout d'abord, pour vous donner un petit peu de, juste pour vous donner un petit peu de contexte justement sur ce qu'on fait. MangoPay, c'est une solution de paiement qui est dédiée à tout ce qui est économie collaborative. Donc nos clients, c'est principalement des places de marché, mais aussi des sites de crowdfunding ou des applications bancaires. Le produit a 4 ans d'existence. En 4 ans d'existence, on a à peu près 1500 clients B2B, ce qui représente plusieurs millions d'utilisateurs. Et ces clients sont répartis dans toute l'Europe, principalement en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Et enfin, chose importante pour la suite, on a un modèle de tarification où on prend une commission en fait au paiement. Donc effectivement, MangoPay, on peut dire c'est plutôt un chouette succès. Et avec le succès sont un peu arrivés les ennuis. Donc effectivement, les ennuis ils sont arrivés avec une conjonction de plusieurs points. Comme je vous ai dit, on prend une commission au paiement. Donc en particulier, il n'y a pas de coût pour les clients à faire un certain nombre de requêtes. En plus, c'est une API qui est destinée à être utilisée uniquement depuis des serveurs, donc il n'y a pas forcément un utilisateur devant sa machine pour lancer un certain nombre de requêtes. Et donc en particulier, les clients font des batchs de requêtes, de préférence à heure fixe, c'est plus drôle. Et en plus, alors comme c'est une API de paiement, normalement on va dire un ratio écriture sur lecture relativement élevé. On ne s'attend pas nécessairement à ce qu'un client fasse des millions d'appels. Le problème, c'est qu'effectivement, le client fait des batchs avec des choses aussi sympathiques que par exemple vouloir resynchroniser par exemple tous ses utilisateurs entre sa base et les utilisateurs qu'il a enregistrés chez nous. Ça marche hyper bien, par exemple, en recette, parce qu'une centaine de clients, enfin d'utilisateurs, c'est parfait. Quand on atteint quelques centaines de milliers de clients, ça devient un peu plus désagréable. Et puis évidemment, derrière chez le client, il y a un programmeur, et ce programmeur fait parfois des bugs, et il fait parfois des bugs dans des boucles, ce qui peut faire des nombres de requêtes très importants. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça fait comme risque chez nous, ce genre de choses? Alors ça, l'image, c'est une image d'un fermier chinois qui a été emmené en balade ses 5000 canards. Alors, il a un tout petit peu perturbé le trafic routier, comme vous imaginez. Des batchs de requêtes non maîtrisées, chez nous, ça fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un problème immédiat que ça peut poser, c'est tout ce qui est saturation, en fait. On va dire d'un des composants de notre architecture, ça peut être la bande passante, ça peut être les serveurs applicatifs, ça peut être le serveur de base de données, etc. etc. L'effet, c'est forcément, soit on rend un service de manière dégradée, soit on rend plus de service du tout. C'est assez gênant quand on fait un service de paiement. Les clients considèrent que c'est en général un peu critique quand même. Et après, ça pose un problème un peu moins immédiat, mais aussi embêtant, qui est un problème de coût pour nous. C'est-à-dire qu'un client qui fait énormément de requêtes, il peut monopoliser une partie de notre infrastructure. Il peut nous faire des coûts tout simplement d'espace disque parce qu'il va prendre de l'espace disque en log, en base de données, etc. etc. Donc, on est arrivé chez MangoPay avec donc le nombre de clients augmenté à une situation où à peu près une à deux fois par semaine, on a commencé à avoir des soucis effectivement de clients qui posaient problème. Donc c'était plus ou moins grave, soit il y avait besoin d'une réponse immédiate, mais pas forcément. Et en plus, on s'est aperçu. Alors, c'est extrêmement chronophage, en fait, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un s'aperçoive qu'il y a un client qui pose un problème sur la plateforme, qui remonte l'information au Technical Account Manager du client, qui retrouve déjà lequel c'est, etc. Et que le Technical Account Manager du client contacte le client, que le client fasse une action.
Donc c'est très long. Quand c'est un problème immédiat, c'est pas possible. Voilà. Et en plus, l'expérience montre qu'il y a en termes de communication, c'est pas terrible parce que d'une part, les administrateurs système ont en fait du mal à communiquer aux account managers quel est le problème réellement posé. Et les account managers, ils ont aussi un gros blocage psychologique à désactiver un client en production. C'est-à-dire qu'ils essayent toujours de trouver une solution meilleure, même quitte à savoir que ça perturbe les autres clients. Voilà. Et du coup, on s'est penché sur une solution effectivement de rate limiting pour limiter en gros le nombre de requêtes que les clients font dans un intervalle de temps donné. Et là, je vais laisser la main à Bertrand pour vous en parler. Donc du coup, je vais vous présenter la solution qu'on a mis en place pour pallier à ces problèmes et surtout le cheminement de pensée qui a fait qu'on en est arrivé à la solution qu'on a actuellement et qui tourne depuis à peu près 1 an et demi maintenant en production. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête quand on fait un rate limiting, c'est qu'on ne cherche pas à bloquer les clients. L'objectif principal, c'est surtout éviter les abus et faire en sorte de responsabiliser son usage de l'API. Et éventuellement, mieux, si jamais on peut, c'est carrément de faire en sorte qu'il prenne en compte tous ces facteurs-là lors de son implémentation de l'API, qu'il ait bien ça en amont en tête lors de son implémentation. Alors, la première façon de penser à un rate limiting, la façon la plus simple de l'implémenter, on se dit juste, bon, on a un compteur quelque part qui tourne, et puis on l'incrémente à chaque fois que le client fait une requête. C'est fantastique, ça marche. On incrémente ça du coup dans ce qu'on appelle un bucket de manière générale, et ce que nous on a choisi de garder comme nom. Et ce bucket, il a une capacité limitée, à peu près, à titre d'exemple, 2000 appels pour les 15 minutes. Et puis une fois qu'on a dépassé ce nombre d'appels sur les 15 minutes, là effectivement on décide de bloquer le client puisqu'on considère qu'il abuse de l'usage qui était prévu. Toutes les 15 minutes, on reset ce bucket et il est reparti pour à nouveau 15 minutes où il peut faire 2000 appels. Alors si on a un client qui est super sympa, il fait des requêtes régulièrement et puis ça pose absolument aucun problème, tout va bien. Seulement, comme du coup je viens de le dire, c'est un client qui est sympa et comme Laure l'a présenté juste avant, tous les clients ne sont pas sympas. Donc au final, le deuxième client qu'on voit là, lui, il a bien aussi fait 2000 appels sur 15 minutes, seulement il a concentré ses appels sur 3 pauvres minutes. Et puis avec pas de bol, du coup, les autres clients font la même. Et puis si on continue avec le pas de bol, on se retrouve avec des clients qui font des pics sur des périodes qui sont très courtes, ou à l'inverse, des clients qui font des requêtes de manière régulière sur des pics assez courts. Ce qu'il faut bien voir là dans l'exemple, c'est que tous ces clients ont fait le même nombre de requêtes, à savoir les 2000 requêtes en 15 minutes. Pour autant, on n'a pas réglé notre problème. On n'a pas réglé le problème du mauvais usage de l'API. Pire, au final, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que du coup, si ce compteur se remet à 0 toutes les 15 minutes, au final, tout le monde va avoir ce reset à 0 en même temps. Donc le risque qu'on va avoir, c'est que les clients vont faire leur appel, ils vont se retrouver bloqués au bout d'un certain temps parce qu'ils ont consommé toutes les requêtes qui étaient disponibles. Du coup, ils sont bloqués jusqu'au reset des prochaines 15 minutes. Et puis là, tous en même temps, ils se retrouvent débloqués. Donc au final, tous en même temps, ils se retrouvent à refaire les requêtes et on reprend de la charge applicative de manière synchronisée. Donc au final, la première implémentation à laquelle on avait pensé, qui était juste un simple compteur, au lieu de régler le problème, on a fait même encore pire, c'est qu'on a autorisé les clients et on les a encouragés à faire des bursts de manière régulière qui sont en fait synchronisés avec ce qu'on avait défini, à savoir une période de 15 minutes. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire, en vrai, c'est lisser les appels, faire en sorte d'inciter le client à répartir sa charge sur ces 15 minutes, plutôt que de la consommer dès qu'elle est de nouveau disponible. Alors pour faire ça, là on a parlé du coup, on a parlé au final d'un bucket qui est totalement fixe sur une période de 15 minutes. Ce qu'on va chercher à mettre en place, c'est un bucket glissant. Alors, la différence, c'est qu'un bucket fixe, au final, la période sur laquelle on mesure le client sur laquelle il fait ses requêtes, c'est la même chose que la durée de ce bucket. Donc on est totalement fixé. Un bucket glissant, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va avoir une période d'échantillonnage qui est plus petite. Si là, on prend cet exemple où on a un bucket qui dure une centaine de minutes et découpé en des tranches plus petites de 10 minutes,
On va mesurer dans chacune de ces tranches combien de requêtes sont faites dans chacune de ces tranches. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, donc c'est pour ça qu'on considère que c'est un bucket glissant, on va redistribuer chacune de ces petites sections dans la section suivante. Au final, on a donc du coup bien toujours le même résultat, à savoir sur 100 minutes, on n'a pas autorisé plus de 100 requêtes, seulement au lieu de les mesurer les 100 minutes dans la période en cours, on a mesuré les 100 dernières minutes qui se sont écoulées dans le temps. À n'importe quel point dans le temps, on a mesuré les 100 dernières minutes. Et c'est là où du coup ça commence à faire une différence. En vrai, si on n'a pas de bol, ça fait toujours pas de différence, puisque les clients, en plus, on leur l'a dit tout à l'heure, on a pas mal de clients qui, naturellement, vont avoir besoin de faire des batchs. Quand on fait des batchs, en général, en tant que développeur, on aime bien les mettre à des heures où on sait à peu près quand ça tourne, donc on va les mettre tous les quarts d'heure, toutes les 10 minutes, toutes les heures. Donc au final, on risque d'avoir, si tout le monde fait ça, tous nos clients font ça, on risque d'avoir en fait le même problème, à savoir ils vont tout consommer dès le début de cette période. En vrai, ce qu'on a besoin du coup pour pouvoir lisser les requêtes et inciter à lisser les requêtes, c'est d'avoir plusieurs buckets. Et attention, toujours plusieurs buckets glissants. Alors pourquoi ça? Parce que du coup, ce qu'on va chercher à faire, c'est que le nombre de requêtes qu'on va autoriser pendant une petite période va pas être le même nombre de requêtes autorisées sur une période plus longue. Tout à l'heure, je parlais de 2000 requêtes toutes les 15 minutes. Peut-être que sur une demi-heure, on va autoriser seulement 3000 requêtes. Et puis peut-être que sur une heure, on va en autoriser que 5000. Ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va permettre au client de faire des bursts de manière sporadique quand il en a besoin, parce que ça répond à son besoin, parce que quand on est une API de paiement, on peut avoir des clients qui ouvrent des soldes, qui ouvrent un projet, qui lancent un projet, et donc c'est normal d'avoir besoin d'avoir des pics d'activité qui sont très isolés. Par contre, ces pics d'activité, justement, ils doivent être isolés et surtout, ils ne doivent pas se prolonger dans le temps. En faisant ça, justement, ce que ça va permettre, c'est d'éviter que ces pics se prolongent dans le temps. Donc, ça nous permet, en ayant plusieurs buckets, du coup, de répartir réellement la charge. Alors, pour l'implémentation, ce qu'on cherche à avoir, c'est une solution qui est rapide, parce qu'on ne veut pas que ça impacte le client. On veut quelque chose qui soit fiable, autant pour le client que pour nous. On n'a pas envie de quelque chose qui compte mal et qui le bloque, alors qu'au final, il a encore plein de requêtes disponibles. Et puis, éventuellement, je ne sais pas si vous avez commencé à percevoir, mais on veut aussi quelque chose qui permet d'avoir une structure autre que juste un simple compteur, puisqu'on commence à avoir pas mal d'informations sur les buckets, sur le nombre de requêtes autorisées et sur l'avancement dans le temps de la manière dont on mesure les requêtes. Mais du coup, exactement comme pour l'implémentation simple, il y en a peut-être parmi vous qui l'avaient pressenti, juste un compteur simple, Redis, ça remplit très bien le job pour faire ça, c'est un compteur en RAM qui est partagé, c'est rapide, c'est fiable, sauf que ça répond aussi aux besoins pour une implémentation complexe, puisque Redis a plusieurs types de données, et que du coup, ça nous permet aussi de structurer les données et de répondre à tous les besoins qu'on avait juste avant. Alors, au final, quand tout à l'heure je parlais de juste un incrément de compteur, on en arrive à peu près, vraiment de façon très schématique, à une implémentation comme ça aujourd'hui en production. Alors, ce qu'il faut bien voir sur le schéma, l'important c'est pas de le comprendre dans l'intégralité. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'au final, on n'a plus juste un compteur qu'on incrémente à certains moments, mais on a de la logique dans cette incrémentation. On a de la vérification, vérifier si le client peut effectivement ou pas faire sa requête avant de l'incrémenter, faire du nettoyage, prévenir, notifier les différents serveurs qu'un client vient d'être bloqué ou qu'au contraire il vient d'être débloqué, qu'il est de nouveau autorisé à faire des requêtes. Donc Redis pourrait permettre ça avec une instruction particulière qui est multi pour du coup enchaîner plusieurs commandes d'affilée, ce qui nous permettrait du coup de ne pas faire plein d'allers-retours réseau auprès de Redis. Le problème de ça, justement, je l'ai dit juste avant, c'est qu'il n'y a aucune logique dans ces commandes. Cette commande-là, la seule chose qu'elle permet, c'est d'enchaîner un set de commandes qu'on sait déjà prédéfinies et qu'on sait qu'on va faire de toute façon. Or, dans notre cas, on a des parties de logique où on va faire certaines commandes seulement dans certains cas. Et si on implémente ça de manière simple avec l'instruction, même une instruction multi, ou même si on l'oubliait, en fait, on va se retrouver à chaque fois qu'il y a une partie en orange ici sur le schéma à faire un aller-retour réseau vers Redis pour faire les assertions qui vont bien en fonction des données des buckets en cours. Du coup, la solution qui a été choisie, c'est de faire un script Lua qui tourne intégralement sur Redis. Alors ça impose certaines contraintes.
notamment le fait que ce script doit connaître à l'avance toutes les clés qui sont utilisées dans le script. Alors c'est pas quelque chose qu'on utilise actuellement parce que c'était pas sorti au moment où on l'a fait, mais c'est surtout une contrainte quand on a un cluster de mémoire, puisque ça lui permet de savoir sur quelle instance il va avoir les informations du coup et sur quelle instance il va l'exécuter ce script. Pendant cet algorithme-là, du coup, dans cet algorithme, on utilise pas mal de types de données différents que Redis fournit, à savoir des sets qui sont triés. On utilise des hashes pour stocker plusieurs propriétés des clients, également les propriétés des différents buckets, puisque c'est un système qui est entièrement configurable, que ce soit la durée, le volume de requêtes autorisées, ou même les différents buckets, puisque j'ai dit on a plusieurs buckets. Et derrière, on utilise aussi le système de Redis qui permet de faire du pub-sub pour du coup notifier les serveurs des clients qui sont bloqués. Donc au final, on est bien loin de juste un count plus dans un algo qui tourne quelque part. Et du coup, on commence à se poser la question à savoir, du coup, niveau perf, au final, est-ce que le but à la base, c'était pas d'impacter le client pendant qu'il faisait ses requêtes? Et est-ce que ça tient toujours avec les perfs? Au final, tout l'algorithme et toutes les contraintes que je vous ai présentées juste avant, là, en end-to-end, donc à savoir à partir de notre applicatif jusqu'à l'appel à Redis et le retour de savoir si le client peut ou pas, si on peut autoriser ou pas la requête du client, ça tourne en prod actuellement entre 1 et 2 millisecondes. Donc du coup, on se retrouve bien avec un truc pour lequel le client, il n'est même pas au courant qu'il y a ce truc-là qui tourne, et du coup, on a à peu près répondu à tous les besoins qu'on avait. Alors il y a quand même un dernier besoin qu'il ne faut pas oublier, c'est que du coup, il faut qu'on soit fail-safe. Puisque c'est bien, le rate limiting, c'est surtout pour nous protéger, nous, et faire en sorte que qu'un client ne puisse pas mettre en péril la plateforme et mettre en péril l'utilisation de la plateforme par d'autres clients. Donc du coup, on se pose la question, qu'est-ce qui pourrait se passer si Redis venait à tomber? En 1 an et demi, ça nous est jamais arrivé, on croise les doigts. Et les peu de soucis de connexion qu'on a eu se résolvent dans la milliseconde qui suit, donc de toute façon, c'est pas vraiment, en général, c'est pas un problème sur la durée. Ceci dit, il faut quand même le prendre en compte et il faut quand même être sûr que le système, si jamais ça venait à cracher, continue de fonctionner. Ou même si, sans parler de crash, juste si les données se retrouvent corrompues. Il ne faut pas oublier que Redis stocke ses données comme il peut. Normalement, il les efface quand elles sont plus valides dans le temps. Il essaye aussi, quand il a plus de ressources disponibles, d'effacer les dernières données, les données qui sont les plus anciennes à son goût ou qui n'ont pas été accédées depuis longtemps pour essayer de faire de la place. Du coup, il faut assumer le fait que des données peuvent disparaître juste parce que Redis manquait de ressources et qu'il a commencé à faire du nettoyage sans qu'on lui ait demandé. Alors du coup, pour faire ça, il y a juste un petit gimmick très simple, c'est juste de mettre une couche entre les deux et qui va simuler le rate limiting comme si on autorisait toutes les requêtes. Alors du coup, on est en mode dégradé, dans le sens où le rate limiting ne fonctionne plus. Effectivement, l'API devient open bar et les clients peuvent en abuser, mais au moins, pendant ce temps-là, ça continue de tourner, et normalement, c'est pas une solution qui dure, c'est pas un problème qui dure, donc ça pose pas vraiment de soucis. Le dernier point qui nous reste à résoudre, par contre, c'est comment on communique avec le client ces informations-là, et comment on fait en sorte que ce soit quelque chose qui soit compris par tout le monde facilement, que éventuellement ce soit explicite, et comment éventuellement on lui laisse de quoi réagir en fonction du rate limiting qui est en cours. Alors, du coup, on a une API REST, donc il y a 2 moyens de communication quand même vachement utilisés pour ça. Il y a les codes de retour HTTP et il y a les headers. Le code de retour HTTP, il y en a un qui est prévu pour ça, qui est le code 429, Too Many Requests. Donc quand on va bloquer le client parce qu'il a fait trop de requêtes, on lui répond le code de retour HTTP qui est prévu à ça et pas autre chose. La deuxième partie, du coup, c'est de lui communiquer des headers. Alors pourquoi des headers? Au final, j'ai dit tout à l'heure, on avait 3 buckets, et ces buckets, ils ont plusieurs caractéristiques. La première, c'est du coup de savoir la valeur en cours, à combien le client a consommé de requêtes dans la tranche dans laquelle il est. Donc au final, à combien il peut avoir le droit au maximum. Combien il lui en reste, justement, on lui donne directement. C'est quand même plus facile que de s'amuser à faire le calcul. Et puis surtout, savoir quand est-ce que ce bucket-là va être redonné intégralement. Alors dans le cas d'un bucket fixe, c'est à peu près simple à s'imaginer. Dans le cas d'un bucket glissant, c'est un peu plus compliqué, puisque comme je l'ai dit, on redistribue au fur et à mesure les requêtes qui ont été consommées. Théoriquement, ce que ça lui permet de faire à ce client, c'est d'adapter sa consommation de l'API en fonction
du rate limiting et de sa charge à lui. Si par exemple il a une charge en cours importante sur sa plateforme, il sait qu'il est rate limité et que du coup peut-être il ne va pas faire les différents batchs qui étaient prévus à l'heure qui arrive, puisqu'il préfère garder ces requêtes-là pour la partie real-time de son application, plutôt que de faire les batchs qui peut repousser à un moment où du coup il aura moins de charge et donc plus de disponibilité sur la plateforme. Alors ça n'empêche pas les petits couacs et la mise en place avec les différents clients, et pour ça du coup je vais laisser la main à Yann. Alors du coup, pour la mise en place du rate limiting, en fait, on voulait simplement éviter que... Ouais. Non. Non, ça n'a pas switché. Non. C'est bon, c'est bon. Donc oui, on voulait simplement éviter qu'en fait la mise en place du rate limiting aboutisse à des clients qui voient ça comme un breaking change et qui viennent nous voir en nous disant qu'on venait de complètement changer la façon d'utiliser l'API. Aujourd'hui, quand on a des grosses versions, on en a la version 2 de l'API, et quand on met des nouvelles choses en place, c'est forcément rétrocompatible. Là, le rate limiting, ce n'est pas une fonctionnalité à part entière, mais c'est quand même quelque chose qui est susceptible d'impacter un flow client qui est implémenté d'une certaine manière. Donc du coup, il y a pas mal de questions à se poser. C'est quel niveau on fixe. Bertrand a donné des exemples sur 15 minutes et 2000 appels. Comment on forme les gens, nous en interne, comment on informe nos clients, et ensuite comment on peut monitorer tout ça pour que nous, on ait une vision en temps réel de qui consomme quoi et comment. Donc juste pour présenter un petit peu, chez MangoPay, on a 2 types de clients principaux. Ça, c'est sur 7 jours le trafic pour un client lambda en bleu qu'on voit qui ne fait pas beaucoup de trafic, qui correspond à un client qui, par exemple, démarre une activité. Donc, je ne sais pas, l'un d'entre vous, vous montez une marketplace, il lance son site, il utilise MangoPay comme prestataire de paiement, et donc au début, il va faire peu de trafic. Donc ça, c'est un type de client qui ne doit pas forcément être limité par le rate limiting et qui, normalement, avec les niveaux par défaut, reste dans ses limites. Le deuxième type de client qu'on a, c'est un client qui existe déjà, qui a une activité depuis, par exemple, plusieurs années, qui utilise un autre prestataire de paiement et qui va migrer chez nous. Ce type de client, en fait, ils arrivent, ils ont déjà un énorme nombre de requêtes. Et du coup, nous, de notre côté, il faut qu'on fixe des niveaux de rate limiting qui peuvent correspondre à leur utilisation et qui ne seront pas forcément les mêmes en fait, que ceux par défaut. Ensuite, du coup, pour continuer dans cette logique de comment on a fixé les niveaux en production, c'est assez simple. En fait, on a pris le comportement de clients existants et on a regardé ce qu'ils faisaient, tout simplement. Donc là, sur 7 jours, on voit un client en particulier qui a à peu près une activité qui semble à peu près stable sur 7 jours. On voit simplement un pic au milieu. Donc du coup, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, c'est sur une journée. Sur une journée, on voit qu'effectivement, il y a un peu moins de trafic la nuit, qu'il semble y avoir un pic autour de 2 heures de l'après-midi. Quand on regarde un peu plus, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose. Et quand on continue, en fait, on voit que sur un quart d'heure, effectivement, il y a eu un pic. Et ça, c'est ce qui a mené au fait qu'on a créé un bucket glissant de 15 minutes. C'est ce qui fait, c'est que ce type de comportement, en fait, ne met pas en péril l'API. Donc, on doit pouvoir l'autoriser pour certains clients. Et donc, on a un bucket de 15 minutes qui permet que ce type d'activité puisse passer. Et ensuite, comme l'a dit Bertrand, du coup, en fonction de ça, on autorise sur 15 minutes un certain nombre d'appels, sur 30 minutes un peu moins, sur 1 heure encore moins. Et après, on a une limite aussi sur 24 heures qui essaie d'éviter que des clients prennent le bucket d'1 heure et le répètent 24 fois. Donc là, j'ai parlé des différents niveaux de rate limiting. Tous ces niveaux en fait, sont paramétrables nous directement en live dans notre back-office, ce qui nous permet en fait de les faire varier assez facilement et de pouvoir basculer un client aussi facilement d'un niveau à un autre quand il y a besoin. Là, c'est juste des exemples de niveaux de rate limiting. On en a plusieurs. On en a aussi pour nous pour des tests. Et on parlait de buckets glissants. Tout le système a été fait de façon complètement paramétrable pour qu'on puisse avoir aussi des buckets fixes si c'était nécessaire à un moment ou à un autre.
Donc là, ça a été toute une phase après avoir développé le rate limiting en soi, d'analyse en gros pour fixer des niveaux. Et une fois qu'on a eu fixé certains niveaux, on s'est quand même dit qu'il fallait peut-être vérifier avec des données de production que ces niveaux-là ne se déclenchaient pas trop souvent. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé notre code de rate limiting en production. On a tout déployé sauf un point qui était le blocage. Ce qui fait qu'en fait, tout fonctionnait comme ce qu'on voulait, comme la réalité, sauf que le client, lui, ne recevait pas de code 429 et n'était jamais bloqué. Et donc on a laissé ça pendant un petit moment, pendant quelques mois au final, pour voir un petit peu comment ça réagissait, pour pouvoir ajuster nos différents niveaux. Donc pendant quelques mois, nous, on recevait des alertes de ce type-là, où on avait le nom du client qui avait dépassé sa limite, avec la limite en question, et on a pu ajuster un petit peu. C'est ce qui fait qu'on est arrivé à des niveaux qui ne sont pas forcément des niveaux très ronds, 2300 requêtes sur 15 minutes. Au niveau des alertes, juste un petit point, là c'est un exemple dans Slack. Nous on peut avoir des alertes par mail aussi, en fait c'est juste à adapter en fonction de ce que chacun veut. Nous le plus simple c'est Slack parce qu'en fait ça permet aussi bien aux Technical Account Managers qu'à nos admin sys, que moi en tant que responsable qualité, d'avoir les alertes et de pouvoir savoir qui fait quoi quand. Donc on va reprendre un peu la timeline. On a eu donc toute une partie où on l'a développé, une partie où on a activé silencieusement, et quelques mois après, en fait, on a fait l'activation réelle. Après cette activation réelle, il y a eu tout plein d'ajustements, et aujourd'hui, les niveaux qu'on a aujourd'hui en production sont en fait pas du tout les mêmes que ceux qu'on avait au moment où on a activé réellement en août dernier. Et il y a juste un point à préciser entre les deux activations, c'est qu'on a énormément communiqué avec nos clients. On voulait absolument que le jour où on active, en fait, il n'y ait pas un seul client qui nous contacte en étant surpris de ce qui se passait. Donc du coup, on a des newsletters qui partent de temps en temps, et c'est typiquement le genre de changement qu'on a annoncé énormément en avance. Ce qu'on ne fait pas forcément pour d'autres features où on ne veut pas forcément s'engager sur une date de livraison. Là, le rate limiting, c'était assez particulier, et c'est quelque chose sur lequel on a essayé de pas mal insister. Donc on arrive le jour de l'activation en production, et fallait s'y attendre, il y a forcément un client qui fait n'importe quoi ce jour-là. Et donc juste après avoir activé, en fait, on a tout de suite eu une première alerte. Et c'est un petit peu comme Sheldon sur cette image, on était un petit peu quand même assez stressé de se dire est-ce que finalement on ne vient pas de bloquer un client qui faisait réellement du trafic classique et qui avait besoin de ces appels. Et en fait, après avoir un petit peu cherché et regardé ce qu'il faisait, c'était un client qui avait un trafic parfaitement normal et qui, ce jour-là, avait lancé une boucle qui, a priori, était en train d'exploser. Et donc, on venait de valider qu'en fait, le rate limiting l'avait proprement bloqué. Donc, le premier jour a été un peu stressant, mais depuis, ça va mieux. Donc voilà, après cette activation de production, depuis en fait on fait juste du monitoring et du suivi sur les alertes qui passent. Et en fait ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire facilement avant, qui sont de voir comment certains clients utilisent notre API. Et typiquement, on a un exemple ici où un client qui est toujours le même, à heure fixe, en fait tape le rate limiting. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément pu voir avant et que maintenant on arrive à voir, et on est proactif là-dessus. On peut le contacter en essayant de lui demander en fait pourquoi tu es en train de faire ça à telle heure, pourquoi ce batch-là, tous les jours en fait, il tape le rate limiting, est-ce que ce ne serait pas mieux de pouvoir répartir un petit peu plus ta charge? Est-ce que ce type de batch, tu peux le faire plutôt une fois par semaine qu'une fois par jour? Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire de façon proactive qu'on ne faisait pas avant. Et donc on peut prendre contact avec nos clients un petit peu en avance de phase par rapport à eux. Toujours à propos de monitoring, donc toutes les requêtes de rate limiting on log tout dans Elasticsearch, on peut tout visualiser avec Kibana, et donc nous, on peut se faire des dashboards qui sont plutôt pratiques, où en fait sur la partie gauche on va pouvoir voir le trafic pour un client donné et voir ce qui est OK et ce qui vient d'être dépassé, et sur la partie droite exactement ce qu'il était en train de faire à ce moment-là. Donc là c'est un exemple assez clair où un client est en train de faire un batch pour synchroniser ses users avec sa base, et qui vient de dépasser. Donc ça nous permet à peu près en 2 minutes de pouvoir directement créer un ticket pour nos Technical Account Managers pour qu'ils puissent le contacter. Et ça fait partie des améliorations qu'on aura probablement dans les mois à venir, où on pourra les contacter automatiquement. Et je vais laisser pour la fin la parole à Laure.
Alors, est-ce que du coup, est-ce qu'on est content de la solution qu'on a mise en place? Bah ouais, quand même pas mal. C'est-à-dire que après à peu près 3 mois de test et 6 mois d'activation, ouais, le bilan est plutôt positif. C'est-à-dire que globalement, on empêche un client donné de gêner les autres clients. Alors, il y a plusieurs effets bénéfiques au blocage automatique. Le premier, par exemple, c'est que maintenant, c'est nos clients qui contactent nos technical account managers quand ils savent qu'ils vont avoir un trafic important. Et du coup, en gros, ils nous demandent un peu l'autorisation. C'est assez agréable. Et en plus, bah, du coup, si c'est pour des histoires de synchro de base, etc., on peut nous leur proposer une autre solution, c'est-à-dire par exemple une fonctionnalité de reporting ou des choses comme ça. Et en plus, effectivement, comme Yann disait, nous, on a une meilleure vue sur le trafic des clients et du coup, en cas de problème, on peut nous contacter le client. Il s'est déjà fait bloquer, mais on peut aller voir avec lui justement s'il y a des choses à mettre en place. On a une petite déception, c'est-à-dire que, alors à notre connaissance, peut-être que certains l'ont fait, mais à notre connaissance, aucun de nos clients n'utilise les headers qu'on a mis en place pour donner des informations sur le rate limiting. Voilà. Alors, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Pas tout à fait. On a quelques limitations sur le rate limiting, tel quel. D'abord, il ne marche que sur les appels qui sont authentifiés. Donc nous, on a un certain nombre d'appels qui sont authentifiés, on a quelques appels qui sont faits depuis le browser qui ne sont pas authentifiés, et on a les appels, par exemple, pour créer les tokens O2 qui ne sont pas authentifiés initialement, et qui donc ne sont pas rate limités. Ça, c'est une évolution qu'on a prévue, par exemple, c'est-à-dire que les appels, justement, pour créer les tokens, on ne sait actuellement pas les comptabiliser, mais on sait qu'on va pouvoir les comptabiliser une fois qu'ils sont authentifiés, c'est-à-dire en sortie des requêtes et non pas en entrée. Et ensuite, le rate limiting, c'est pas une protection totale et absolue, c'est-à-dire que nos clients peuvent toujours, à des niveaux de trafic beaucoup plus forts, par exemple, saturer la bande passante. Parce que vous avez vu, les requêtes arrivent à nos serveurs. Donc là, il y a d'autres... on est plus dans des choses qui s'apparentent à du déni de service et du coup, il y a d'autres méthodes, du firewall, etc. Là-dessus. Pour conclure, alors il nous est arrivé quelque chose d'assez marrant quand on préparait la présentation, c'est-à-dire qu'il y a Stripe, je ne sais pas si tout le monde voit qui est Stripe, c'est un gros acteur américain du paiement. Donc Stripe, ils ont sorti la semaine dernière sur leur blog un article qui parlait exactement du sujet dont on vient de discuter, et en présentant à peu près les mêmes enjeux et à peu près les mêmes solutions. L'histoire des buckets glissants, etc., à peu près pareil. Donc ceux qui veulent approfondir le sujet, je vous invite à aller voir ce qu'ils en disent. Ils vont plus loin que ce qu'on vous a raconté là, c'est-à-dire qu'en particulier, ils parlent d'autres techniques, par exemple de limiter le nombre de requêtes concurrentes, parallèles, sur un client, ou encore même de prioriser les requêtes les plus critiques par rapport à des requêtes moins critiques. En cas, par exemple, de problème de performance. Voilà. Et du coup, on a un petit peu de temps pour des questions, si vous en avez. Ouais. Ouais. C'est pas une question, mais plus une remarque. Je parlais avec des gens de Square qui ont aussi un proxy devant leurs opérations, et ça les a aidés une fois où ne comprenaient pas, mais le système back-end partait complètement en carafe. Ils avaient des garbage collection qui faisaient des pauses énormes, ça partait en sucette. Du coup, le rate limiting leur a permis de réduire la charge. Alors, je ne sais plus comment ils ont résolu le problème au final, mais là, c'était un choix technique de dire on va prendre moins de clients, mais au moins, on ne va pas tout couper. Ça permet de remettre le système dans un état normal et après de réfléchir plus calmement. Ça peut être une solution. Mais c'est un peu le genre de choses que présente Stripe en disant voilà, par exemple, on laisse passer tout ce qui est paiement, justement, typiquement, puis les requêtes pour faire des listes de transactions. Là, par contre, elles attendent, quoi. Les seuils, pardon, je vais laisser. Les seuils sont absolus ou ils peuvent être paramétrés par client? Alors, les seuils sont totalement paramétrables par
par client. En particulier parce que on partait de clients existants, donc on est parti avec des clients qui faisaient des charges qui dépasseraient forcément les seuils de rate limiting qu'on voulait mettre. Donc on les a accompagnés pour eux baisser leur nombre de requêtes, ou puis il y en a tout simplement qui font effectivement, c'est sur les très gros clients qui font un trafic tel que de toute façon ils seront hors seuil de rate limiting habituel, quoi. Peut-être parler du coup, je la repose après. Moi je suis client MangoPay justement, et je l'ai vécu, ce rate limiting, je suis là. Merci, je ne voyais pas du tout, désolé. Et je l'ai vécu ce rate limiting et au mauvais endroit, c'est-à-dire qu'effectivement on fait partie des mauvais clients qui font des batchs, et donc du coup on s'est réadapté parce qu'on a vu les communications, etc. Par contre on a eu un effet BFM un matin, une communication sur notre application qui a fait exploser le nombre d'entrées et de connexions. Ce qui a limité en gros, à chaque fois qu'il y a un utilisateur, on doit créer un compte MangoPay chez nous pour enregistrer la carte. C'est obligatoire. C'est comme, sinon, on ne peut pas traiter notre workflow. Et ça, on ne sait pas le traiter aujourd'hui. Et donc, à chaque fois qu'on a des communications, on essaye de prévenir MangoPay. Donc, on fait partie des bons clients qui vous avertissent en nous demandant de monter le seuil. Par contre, quand on ne les maîtrise pas, les communications, et on a une stratégie qui est un petit peu comme ça aujourd'hui, qui fonctionne avec du bouche à oreille, on ne sait pas comment le traiter, et généralement on s'en rend compte au mauvais moment. Il y a un petit peu trop de lenteur côté Mango pour traiter, ce qui est normal. Et du coup, je me demandais si vous n'avez pas la possibilité de traiter les priorités en termes de requêtes, en disant les requêtes de batch, finalement, c'est ce qui met vraiment en péril votre infrastructure. Les requêtes d'inscription et de création de compte, si ça arrive normalement de manière ponctuelle, et de gérer des buckets différents. Voilà, c'est ma question. C'est une des questions. Alors, on n'a pas envisagé pour le moment, mais on sait qu'on peut le faire, justement faire des seuils différents par type de requête. Ou puisque tu en parles, effectivement, on pourrait imaginer un système de burst qui sont un peu plus souples que ce qu'on a actuellement. Ouais. Alors, il y a autre chose éventuellement qui peut être prévu et qu'on avait prévu dès l'implémentation du rate limiting, mais qu'on n'a pas mis en place actuellement. Ça rejoint un peu ce que Stripe a fait du coup en prioritisant certaines requêtes, c'est de mettre des poids sur les requêtes. Tout à l'heure, quand je parlais juste de faire un incrément, on peut imaginer qu'il y a certaines requêtes, du coup, au final, que les seuils sont plus larges. Par contre, il y a une bonne partie des requêtes qui coûtent beaucoup plus cher. Un exemple bête, tout à l'heure on a parlé de 2000 requêtes, enfin 2000 en 15 minutes. On pourrait très bien imaginer de mettre des seuils à 20 000, mais dire que la plupart des requêtes coûtent 10 et que certaines requêtes, pour le coup, elles coûtent 1 parce qu'on sait que c'est des choses qui coûtent rien et qui seraient plus acceptables d'avoir besoin d'en faire plus dans une période de temps plus courte. C'est pas quelque chose qui est prévu aujourd'hui, mais en tout cas l'implémentation, elle peut éventuellement répondre à ce genre de choses, quoi. Oui, est-ce que vous utilisez le rate limiting entre les services en interne, aussi que vers des connexions qui viennent de l'extérieur? Non, pas encore. On n'a pas encore eu besoin. Maintenant, si le cas se présente, on y réfléchira. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais. J'ai raté le début, donc peut-être que vous avez déjà répondu à cette question, malheureusement. J'aurais aimé savoir si vous aviez, parce qu'une notion en fait de limite hard et de limite soft, et que le client puisse en être prévenu en avance, en fait. L'idée étant que quand on fait des requêtes, vous avez parlé de header tout à l'heure, donc c'était peut-être ça. C'est par exemple lire dans un header qu'on arrive à 90% de son seuil ou ce genre de choses, de manière à pouvoir faire du code qui est adaptif, non pas en fonction de seuils fixés, mais pouvoir faire des batchs qui se mettent en pause, par exemple, quand ils arrivent vers la limite, quoi. Alors, les headers devraient permettre de faire ce genre de choses, effectivement. Mais il faut que ça soit implémenté du côté du client, évidemment. On s'était posé la question, parce que quand on a dit on veut bloquer les clients en production, le produit, les commerciaux, tout ça, ils ont un peu râlé quand même. En se disant, est-ce qu'on ne peut pas les prévenir à l'avance ? Typiquement, je sais pas, moi, sur un seuil d'une heure, si on voit au bout d'une demi-heure que ça va pas, on leur envoie un premier mail et puis au bout d'une heure, on les bloque. Il se trouve que des fois, on a besoin il faut qu'on bloque avant même de pouvoir prévenir le client, quoi. Ça sert à rien de le prévenir 3 minutes avant qu'on le bloque. C'est pas très intéressant. Mais on pourrait imaginer effectivement au moins pouvoir lui envoyer un mail à un moment
un moment du rate limiting. Pour ça, on avait d'abord besoin d'avoir nous un peu d'expérience sur le système avant de mettre en place ce genre de choses. Et pour préciser justement sur les headers, théoriquement ça permet exactement ça. Je ne sais pas si j'étais très clair tout à l'heure sur les headers, mais normalement tu as le temps à partir du moment où ton compteur est remis à 0, combien il t'en reste jusqu'à ce temps-là. Donc après, théoriquement, si le jeu c'est du coup de répartir ta charge pour rentrer dans les clous, c'est une simple division, quoi. Il te reste 10 minutes et 2000 requêtes, bah, tu sais que tu peux en faire 200 par minute. Soit tu repousses ton batch, soit tu adaptes le batch pour que justement il fasse une requête toutes les X secondes. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Bonjour, je voudrais compléter par rapport au header. Donc moi je bosse sur une appli qui a aussi du rate limiting avec des buckets. Une différence peut-être que nous on a par rapport à vous pour aider les gens à faire le calcul, c'est que au niveau de nos headers, les buckets sont explicites. C'est-à-dire qu'on ne renvoie pas juste une valeur pour le remaining et le reset, on va renvoyer la valeur / la valeur pour chaque tranche de bucket. Ainsi le client peut faire lui-même son calcul sans avoir à se dire c'est glissant ou pas. Parce qu'il n'y a pas de normes sur ces headers-là. Donc. Ah. Oui, donc du coup je disais, il y a un truc, j'en ai pas parlé tout à l'heure sur le header, mais en fait les headers ils sont ordonnés aussi déjà. Donc, et l'ordre a un sens dans les headers. Donc déjà, quand tout à l'heure je les ai présentés en groupe, en vrai c'était pour la présentation pour que ce soit bien clair, mais chaque groupe de headers a une signification en soi. Donc normalement ça lui permet déjà, voilà, ça lui permet déjà de faire ce qu'il a à peu près besoin. Et la deuxième partie, par contre, je ne me rappelle plus de ce que c'était. Oui. Ce que je disais, c'est comme il n'y a pas de normes sur ces headers, c'est plutôt que parce que là, dans les groupes, on ne sait pas. C'est-à-dire par rapport à votre API, il faut savoir, je suis dans le premier groupe, je suis dans le deuxième groupe, pour savoir à quel bucket je corresponds. Bah, alors en fait, justement, l'information là, au final, tu n'as pas vraiment besoin de savoir à quel bucket tu corresponds, puisque tu as toutes les limites qui te sont exposées. Les groupes auxquels on a, en fait, ils sont en interne. Et du coup, quand tu es un client et que tu requêtes l'API, la seule donnée que tu as, c'est ce qui te concerne toi. Donc au final, cette information... C'est pour pouvoir gérer la back pressure côté client, en fait. Savoir qu'il me reste encore 2000 dans une heure ou juste 100 dans les 10 dernières minutes. Bah, c'est exactement ce que tu as là, en fait. Tu as le timestamp. Là, dans le premier exemple, il te reste 1990 requêtes jusqu'au timestamp qui est donné juste en dessous, en fait. D'accord. Je ne sais pas si... On a une approche différente, mais oui, je crois. Merci. Oui, moi j'avais une question. Ce contrôle, il est fait à quel niveau? Il est fait dans votre, on va dire, dans votre front ou directement dans l'instance d'application? Alors, il est fait dans l'instance d'application pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on n'a pas l'infra en place pour pouvoir le faire de façon centralisée en amont de l'applicatif. Mais idéalement, on pourrait très bien imaginer que c'est quelque chose qui soit fait sur un proxy entre les deux, sur un NGINX, quelque chose, ça poserait aucun souci au niveau de l'implémentation de le faire comme ça. Aujourd'hui, il est fait sur chaque applicatif en entrée dans l'applicatif. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, ça ne répond pas au problème de DDoS sur la plateforme en elle-même. Ceci dit, ça ne changerait pas grand-chose si tu le faisais sur un proxy qui était en amont, puisque de toute façon, c'est un point de passage central. Et si quelqu'un arrive et sature la bande passante, bah, il sature ce point de passage central. Pour finir, alors je ne sais pas qui joue au Paninox, mais j'ai dit tout à l'heure que j'en ferais gagner. Enfin, qu'on en avait en tout cas.
Alors, tout simplement, j'en ai 2 à gagner. J'ai Maud et Guillaume. Et ben, pour les gagner, il faut me tweeter d'où vient, de quel film est tirée cette image. Voilà. Merci à tous.